Bonjour à tous, alors cette semaine on se retrouve chez Inchcape Bruxelles, c'est la concession BYD de Zaventem sur la ville de Bruxelles et on a l'occasion de pouvoir tester la BYD Seal U. Alors c'est la version confort qu'on a parce qu'elle existe donc confort et puis en design plus. Ici c'est la confort, c'est la première finition de la gamme, il y en a deux, mais vous allez voir que même cette première finition elle est super bien équipée, c'est parti. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Voilà, on a roulé un petit peu et on arrive sur place pour s'arrêter pour faire un petit tour de la BYD Seal U. Alors la BYD Seal U, finalement c'est le SUV, il y a la Seal qui existe, qui est superbe en berline d'ailleurs, je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester mais j'aimerais bien la tester. Là on est sur le SUV, la Seal U, mais on va voir qu'il n'y a pas énormément de correspondance entre les deux, entre la berline et le SUV, même s'ils ont à peu près le même nom. Cette voiture, on est sur un SUV qui est assez grand. On a deux finitions dessus, très simple, la confort, la design plus. Ici, on a la confort, à savoir qu'entre la confort et la design plus, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Il y a, vous allez me dire si quand même, il y a une batterie plus grosse sur la design plus, avec un couple un peu plus important, malgré que ce soit le même moteur sur les deux versions. Et puis pour l'intérieur, on a un écran plus grand sur la design plus de 15,6 pouces. Ici sur la confort, on en a un 12,8, mais ça on verra ça quand on sera à l'intérieur. Faisons déjà un petit tour de la voiture extérieure pour regarder un petit peu. Alors moi ce que j'aime bien et que j'ai vu tout de suite, c'est les phares. Les phares sont assez jolis. On retrouve la signature de la Seal, d'ailleurs, de la berline Seal. Ce qui fait que du coup, c'est un des rares impadices qu'on va pouvoir mettre en correspondance entre les deux véhicules. Mais on voit que les phares, j'aime beaucoup, ils sont hyper travaillés. Regardez un petit peu, on voit toutes les petites larmes ici qui s'illuminent aussi. Et on voit plein de petits détails esthétiques qui sont vraiment chouettes. Et donc ici, on a un petit réflecteur diurne en journée, mais il fait aussi le clignotant. Et donc c'est plutôt chouette, c'est plutôt esthétique. Moi, c'est les phares qui me plaisent bien sur cette voiture, en tout cas pour la partie avant. En dessous, on voit qu'on a plein de matières. On a le noir, on a un petit peu de faux chrome ici en plastique sur les côtés, et puis des petites aérations. On a des lignes aussi qui sont assez franches. Et là, devant, on a ce truc bombé à l'avant. Alors il y en a beaucoup qui la comparent un petit peu à la Tesla Model Y. Moi personnellement, je ne ferai pas la comparaison entre les deux. Je trouve que c'est deux voitures qui sont complètement différentes. Donc je n'irai pas faire la comparaison à ce niveau-là. Le BYD, Build Your Dream, ça c'est le logo de la voiture. C'est un nom assez original au final, ma foi. Et puis c'est tout ce qu'on peut vraiment dire sur cet avant qui a un gros capot quand même. On voit que c'est très prenant, mais il faut savoir que cette voiture, en fait, elle existe depuis un moment en Chine et elle existe en thermique. Donc du coup, en fait, chez nous, elle sort qu'en électrique, mais c'est une thermique à la base. Donc résultat, on n'est pas sur une plateforme full électrique. Donc là, on a un très gros capot. À mon avis, si elle était full électrique de base, on en aurait sûrement un plus petit. Alors, si on passe sur le côté, et c'est là que du coup on voit, elle fait 4,80 m de long, et du coup on voit que c'est un bon SUV, un grand SUV, assez classique, somme toute sur la partie de côté. On a un petit effet ancien Tucson ou même un peu Renault avec leur gamme de SUV, mais toujours est-il que sur le côté là on a des lignes qui sont vraiment bien tranchées et qui suivent tout le long du véhicule. Alors on voit les poignées, ces poignées qui, pareil, si on se compare à la Seal berline où elles sont encastrées, ici on a des poignées classiques. Encore une fois, ça c'est dû au fait que effectivement c'est une base et c'est un modèle qui existe déjà depuis un moment sur le territoire chinois. Mais au moins, ils ont la volonté d'amener beaucoup de modèles rapidement en Europe. Et résultat, c'est une bonne méthode de le faire également, de pouvoir amener comme ça plein de véhicules, parce que finalement, il peut correspondre à pas mal de personnes. Il n'y a pas que les Tesla dans la vie. Alors, si on part sur l'arrière, pareil, l'arrière, c'est vraiment les phares qui sont super esthétiques. Là, on voit bien aussi le BYD Tech qui est noté ici à l'intérieur avec un revival de ces petites larmes. Et sur l'arrière, on a un bandeau qui fait tout le long. Et là, c'est marrant, mais on a presque l'impression de se retrouver un petit peu dans une Audi. C'est vrai que si on regarde bien, on est un peu chez Audi en fait. Mais ça lui donne un joli look. Voilà. On va regarder, et puis on a un bandeau ici qui est tout le long.
Et on note que la vitre arrière est vraiment toute petite. On verra si c'est gênant une fois qu'on sera à l'intérieur. Bon, on va ouvrir le coffre qui est électrique de série. Donc je vous dis, hein, entre les deux versions qui existent, la Comfort et la Design Plus, il n'y a pas énormément de différence. La Comfort est déjà très bien équipée au final. Alors si on regarde l'intérieur du coffre, donc on a une plage arrière souple, ça se fait régulièrement. Et puis on a le câble qui est posé à l'intérieur. Alors comment ça se fait qu'il est posé à l'intérieur et qu'il n'est pas en dessous? Parce qu'on voit qu'on a un petit fond, tout simplement parce qu'en fait en dessous, eh ben, on n'a pas vraiment la place de le mettre. Alors on a un grand bac là, ici. Hop là, je regarde. On pourrait très bien en fait, se passer de ce grand bac qui finalement prend beaucoup de place pour rien, parce que finalement si on l'enlève, on regarde qu'en dessous, il y a plein d'espaces qui ne sont pas utilisés, hein. Ici, là, sous toute cette partie là, en fait il n'y a rien du tout. Donc personnellement, j'enlèverai ce bac pour pouvoir y mettre les câbles de recharge, et là du coup on sera beaucoup plus confort pour le truc. Oh, regardez un petit peu ici à l'intérieur, on a un petit câble avec des prises de courant. Ça on en parlera tout à l'heure quand on sera à l'intérieur, mais en fait la voiture elle est équipée du V2L, et bon, ce qui commence à être classique au final, mais elle a le V2L et l'adaptateur qui est ici. On en parlera quand on fera la partie batterie. On va tout de suite baisser les sièges pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau espace. Hop. Voilà, on a baissé, je ne vais pas enlever la plage arrière, hein, c'est pas nécessaire, mais on n'a pas un sol qui est tout à fait plat, hein, on a la banquette. Par contre on a une belle couverture derrière les sièges qui des fois on a juste un bête filet. Là on a une vraie couverture, je trouve, qui est plutôt bien protectrice. Du coup on est sur un grand SUV, donc on a assez de place, même si je trouve que la garde au toit ici est pas géniale. L'ouverture aurait pu être plus grande sur l'arrière, parce que finalement on a des grands vides-poches sur les côtés, et ça c'est pratique, mais c'est vrai que du coup ça baisse un peu le seuil, la largeur de chargement, pardon. Sur la voiture on est à 1,50 m, hein, donc j'imagine qu'on doit avoir à peu près 1,20 m de chargement à ce niveau là. Donc voilà, on a regardé l'arrière, on a regardé le coffre, maintenant on va regarder l'arrière du véhicule. Hop. Alors l'arrière du véhicule, ah ouais, je vais pas parler quand on est passé sur le côté, mais on a une voiture qui est floquée Euro 2024, à mon avis BYD est sponsor, hein. Bref, passons à l'arrière et regardons un petit peu ce qu'on a dans la voiture. Déjà, la portière, on verra ça quand on ira à l'intérieur. Je vais directement monter dedans. Hop. Alors comme d'hab, le siège avant est réglé pour moi, et on constate que j'ai vraiment beaucoup de place, hein. Je suis super confort. En plus, j'ai un siège qui est un petit peu couché. Alors, ce que je trouve sympa, c'est que donc pour abaisser les sièges, on n'a pas un bouton sur le dossier, mais on a une petite languette ici. Et en fait, avec la petite languette, on peut régler. Donc, on peut baisser complètement le siège, mais on peut aussi régler plusieurs inclinaisons de la banquette arrière. Et ça c'est plutôt bien vu, parce que sur les banquettes arrière, c'est pas souvent qu'on a l'occasion de pouvoir régler sur plusieurs niveaux, enfin sauf sur des modèles un peu plus haut de gamme. Donc là, je trouve ça plutôt sympa. Sinon, concernant l'arrière de sa voiture, je vous invite à faire le tour pour qu'on puisse regarder un peu plus en détail cet arrière. Donc nous voilà vraiment rentrés à l'intérieur, et franchement, regardez ces sièges, ils sont vraiment super chouettes, super doux. Alors la voiture est entièrement en cuir vegan. Ça c'est plutôt bien vu et c'est plutôt agréable, et en plus vraiment la texture est vraiment très chouette, en sachant encore une fois qu'on est dans la version bas de gamme entre guillemets, enfin en tout cas première de la gamme. On a un accoudoir central avec 2 portes-gobelets. Bon là c'est somme toute classique mais suffisant. Et puis on a une petite console au milieu où on a 2 aérateurs avec la petite molette, et en dessous on a 2 prises USB-C et un mini rangement qui sympa. Par contre, ce que je trouve rigolo dans cette voiture, c'est que, encore une fois, c'est une voiture qui est thermique à la base, et finalement on a quand même un fond tout plat à l'arrière, ce qui est plutôt sympa, parce que c'est pas toujours qu'on voit un fond plat sur une voiture censée être thermique à la base. Voilà. Alors maintenant, regardez ces sièges qui sont pas beaux à l'avant. On va justement passer à l'avant pour pouvoir aller les voir. Je ne vais pas parler de la petite aumônière, mais bon, ici voilà, on a une petite pochette toute sympa. Donc on va passer à l'avant, mais avant, je voudrais vous parler du toit ouvrant qui est ici.
un toit panoramique qui fait l'entièreté avant et arrière. Et il est pilotable à l'avant par des boutons qui vont permettre de pouvoir, parce qu'on a aussi un store, là je vous le montre maintenant, tant qu'on est ici, un store qui fait tout le long et qu'on peut du coup arrêter à mi-chemin si on veut avoir que la partie avant qui soit illuminée ou la partie arrière. Bref, pas mal de possibilités. Et ça, encore une fois, ce toit panoramique, il est de série. Donc on va passer à l'avant du véhicule et ça tombe bien parce qu'il commence à pleuvoir, donc ça va être idéal de pouvoir rentrer complètement à l'intérieur. Donc on a une porte qui est vraiment très grande, hein. Regardez un petit peu jusqu'où elle descend. Elle prend vraiment l'entièreté, bas de caisse compris. Et c'est vraiment une porte qui est du coup assez imposante, assez lourde. Elle met en confiance honnêtement. Si on regarde la portière en elle-même, moi j'aime beaucoup ce mélange de textures. Déjà, on est sur, encore une fois, ce cuir vegan qui est dessus de manière différente, hein. Ici, il est un petit peu granuleux. Ici, il est lisse. On a plusieurs jeux de matière avec ici un petit métal brossé. Ici, avec un petit peu de piano black là. On a une poignée qui est vraiment design et très agréable. Et puis une petite surpiqûre verte tout le long. Bon, on a un petit bouton pour ouvrir le coffre, un petit vide-poche. Et puis sur la portière, les contrôles pour les rétroviseurs, la centralisée et puis les vitres arrière. Voilà, alors oui, une petite différence aussi, c'est les enceintes sur la Design Plus, hein, et je rappelle qu'ici on est sur la Confort. Sur la Design Plus, on a des Harman Kardon en enceinte, donc on a un système audio un peu plus évolué que sur la Confort. Bon allez, on va vite rentrer dedans parce que là, il fait... Ah oui, non, top. Avant de rentrer dedans, siège électrique, pareil, de série sur la voiture, et ces sièges, regardez ces sièges. On en profite avant que je m'installe dedans, mais ils sont vraiment, déjà la texture, ils sont vraiment super doux, forcément comme à l'arrière, et ils sont vraiment très agréables. Alors, à savoir qu'ils ne sont pas ventilés, ni sur la haut de gamme, mais ils sont chauffants. Et ici, dans cette voiture, ils ne sont pas chauffants, mais alors parce que peut-être c'était une des premières séries, mais tous les modèles 2024, même en confort, auront les sièges chauffants à l'avant. Alors nous voilà à l'intérieur de la BYD Seal U. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'on est dans un gros SUV, hein, on a une bonne hauteur de vision. D'ailleurs, je vais mettre un petit coup d'essuie-glace. Et puis, on a aussi beaucoup d'espace. Alors, hop là, regardez, il pleut à l'intérieur, on va vite faire le petit point. Mais on peut noter sur la voiture, on va vite faire un petit tour. Donc, regardez ce tableau de bord où on a de nouveau le métal brossé. Les finitions sont vraiment très très bonnes. On a ici un petit piano black, mais qui n'est pas gênant parce qu'au final, on va très peu avoir besoin d'y aller. Et puis, on a une petite ligne LED aussi qui court tout le long, qu'on peut modifier à volonté au niveau des couleurs et qui peut donner du coup une ambiance dans le véhicule. Les aérateurs, ils sont marrants, on dirait un petit peu des feux arrière de Mustang. Donc, c'est rigolo. On voit finalement dans cette voiture qu'on est en même temps sur une voiture électrique avec beaucoup de modernité et en même temps on a quand même plein d'éléments un peu du passé, ce qui fait que c'est dû au fait que cette voiture existe finalement depuis longtemps sur d'autres marchés que le nôtre. Et au final, il y a un petit côté que je trouve sympa, c'est le fait que on n'est pas dépaysé. Je pense que cette voiture, elle va beaucoup intéresser les personnes qui ont un petit peu trop peur de la grande technologie ou de ces intérieurs très futuristes. Ici, on a un petit mélange des deux où on va retrouver des bons signes du passé avec la modernité de maintenant. Bref, si on regarde un petit peu au niveau des rangements dans la voiture, alors au niveau des rangements, on a un grand bac en dessous avec deux USB-C. Sur le dessus, on a un espace assez libre avec de nouveau deux aérateurs très importants qui finalement font partie de l'esthétique de la voiture. Et en dessous, on a ici deux endroits pour poser nos téléphones. Alors pareil, là on est sur un modèle un peu ancien du confort, mais ici c'est deux chargeurs à induction pour tous les modèles 2024, que ce soit la Confort ou la Design Plus. Là, ça sera deux chargeurs à induction, ce qui est plutôt sympa. Ah oui, à savoir du coup qu'elle a forcément Android Auto et Apple CarPlay. Par contre, si Android Auto elle l'a sans fil, le CarPlay par contre, il faudra toujours brancher le fil. Mais comme on le voit, le fil au final, il passe en dessous, donc il va finalement très peu nous gêner.
Si on s'attarde en plus sur le reste ici, on a deux porte-gobelets, assez classiques. Et puis là, on a un grand vide-poche sous la coudoir, ce qui est assez sympa. Et encore une fois, les matières sont vraiment très chouettes. La voiture est vraiment bien finie. J'aime beaucoup. Si on s'attarde un petit peu, parce qu'au final, on va avoir vite fait de faire le tour des boutons, parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans cette voiture. Bon, on va passer au volant, mais d'abord, je vais vous montrer cette petite console centrale. Console centrale où on a juste ici, en fait, à part le grand écran que l'on verra, enfin grand écran, petit écran sur celle-ci, mais qui prend beaucoup de place quand même. Là, on a un petit panel où c'est des boutons tactiles. Donc, hop, on peut appuyer et activer bon là, je ne vais pas allumer la voiture, mais donc on peut appuyer pour mettre en route les boutons avec ces deux pavés et ces trois positions. Autrement, on a le levier de vitesse, alors qu'il est tout mignon le levier de vitesse, hein, le sélecteur de vitesse, encore une fois, qui est tout petit comme ça. On retrouve ici des petites dentelures qui font penser un peu à l'esthétique de l'Atto 3. C'est la seule signe qu'on retrouve un petit peu avec l'Atto 3. On a le parking ici, et puis sur le dessous, on a le bouton pour démarrer la voiture. Le mode régénération, on a deux modes, normal ou high, ici. Et puis de l'autre côté, on a les modes de conduite avec éco, normal, sport et neige, en sachant qu'il a vraiment aussi des grandes différences quand on passe d'un mode à l'autre. On a vraiment moins de puissance ou plus de puissance avec le mode sport. Évidemment, les 218 chevaux, parce que je ne vous ai pas dit, mais la voiture, elle a un seul moteur, donc ça sera 218 chevaux pour les deux versions, la Confort et la Design Plus. Par contre, la petite chose qui change, c'est que sur la Confort, on va avoir un couple de 310, que sur la Design Plus, on aura un couple de 330, ce qui fait que du coup, on aura un petit peu plus de patates dans la voiture. Alors, on verra quand on roulera un petit peu, mais la voiture est quand même un petit peu lourde, c'est un bon gros bébé, donc c'est pas une voiture où on va s'amuser à faire des accélérations, hein. D'ailleurs, le 0 à 100, il est autour des 9 secondes, c'est pas une grande performance, mais c'est pas une voiture qui est faite pour la performance, c'est une voiture qui est faite pour l'habitabilité et pour pouvoir se promener agréablement avec sa petite famille. On a pour finir un dernier petit bouton ici où tout simplement c'est le volume, et puis on peut éteindre ou allumer ou mettre en veille l'écran. Voilà, je vous propose de rentrer à l'intérieur, je vais vous montrer un petit peu tout le volant. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau du volant? Alors on a déjà un très bel écran entièrement numérique, qui est vraiment très large, très beau et très grand. Ensuite, on a notre volant qui est assez petit. Encore une fois, les matières, j'aime beaucoup les matières. Et puis, on a les boutons. Alors, les boutons, sur ce côté-ci, on a les aides à la conduite, enfin, le régulateur de vitesse, les aides à la conduite, la distance. Et puis, au-dessus, on a un petit bouton, et ça, je trouve que c'est pratique. C'est qu'en fait, on peut ouvrir, mettre les caméras. Regardez, hop là. J'allume les caméras avec ce petit bouton, ou je les éteins avec ce petit bouton. Et ça, je trouve ça super pratique d'avoir le bouton caméra qui se trouve directement sur le volant, parce que finalement, surtout sur un gabarit comme celui-ci, ça va plutôt être intéressant de pouvoir avoir le bouton, parce qu'on va avoir souvent besoin de l'activer. À côté, on a un petit bouton qui va servir à tourner l'écran. Regardez, je vais appuyer dessus, hop, et puis en fait, on peut tourner l'écran automatiquement en mode portrait ou paysage. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut le faire à volonté, même en conduisant. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa qu'on puisse le faire. Hop là, je rappuie dessus, qu'on puisse le faire même en conduisant. Et comme ça, on peut vraiment changer la visibilité. Ici, on a une dalle de 12,8 pouces, sachant que c'est une 15,6 sur la Design Plus. Ce qui fait que du coup, regardez, je m'éloigne un petit peu. D'un côté, il est grand. Et puis d'un autre côté, il fait quand même un peu petit. On voit effectivement qu'il y a de la place pour un écran plus grand. Concernant l'autre côté du volant, pour revenir à celui-ci, on a les fonctions téléphone et puis les contrôles de volume de l'autoradio. Autrement, mis à part les phares ici, la hauteur de phare, on n'a pas d'autres boutons. Donc tout va se passer sur les deux commodos qui se trouvent de chaque côté, un pour les essuie-glaces et un pour les phares. Concernant l'écran central, voilà, il est là. Franchement, super agréable, pas mal d'informations dessus,
mais c'est ce qu'on va lui demander puisque finalement il a la taille pour. Ah oui, une autre option qu'on va trouver sur la Design Plus et pas sur la Confort, c'est qu'on a un afficheur tête haute sur la Design Plus qu'on n'a pas ici sur celle-ci. Alors, je reviens à cet écran. Alors, du coup, on a le kilowatt avec la puissance qu'on utilise de la voiture. De l'autre côté, on a la vitesse. Et en dessous, on a le niveau de batterie avec l'autonomie. Et puis, en haut, le mode normal et puis le mode de régénération qu'on a activé et sélecteur de vitesse au milieu. On a tout ce qui aide à la conduite et régulateur ici. Quand on est entièrement dans la voiture, voilà. Et ici, au milieu, on a la consommation en temps réel de la voiture. Encore une fois, c'est quelque chose que j'aime bien, donc je suis content de l'avoir en face de moi. Bref, c'est un grand écran. Alors, il n'est pas paramétrable, hein, on ne va pas pouvoir changer les choses dessus, mais c'est plutôt sympa quand même. Alors, on va passer maintenant à l'infodivertissement qui se trouve ici, au milieu de la voiture. Donc on a cet grand écran qu'on peut faire pivoter et vertical, horizontalement à volonté. Le menu, pareil, très simple, très facile. On a déjà, le tactile est agréable, ça c'est très fluide, c'est plutôt agréable. Si, hop là, ici sur cet écran de base, on a des widgets directs qu'on peut, hop là, qu'on peut très bien changer et mettre autre chose si on souhaite. Il existe déjà celui-ci, donc je vais prendre l'exemple de celui-ci. Hop, je peux très bien le mettre et changer les widgets sur l'écran à volonté. On a plusieurs icônes avec des petits menus ici. Alors si on fait le tour rapide, bon, bah, c'est des petits widgets où on a le Spotify, l'assistant BID. Alors l'assistant BID, je trouve que c'est plutôt sympa quand on va dedans. Donc on peut régler les paramètres la langue, etc. de l'assistant vocal, mais on a aussi ici compétences vocales qui est plutôt sympa parce qu'en fait, il nous aide pour les différentes tâches à rapidement trouver les paroles qu'on doit dire pour obtenir les commandes. Ça, je trouve ça sympa de les avoir directement et très facilement sur l'écran. Si on revient sur le reste des widgets, bon, bah, téléphone classique, radio classique, musique, hein, on ne va pas y revenir. La navigation, bah, on a une belle carte du coup pour profiter intégralement de ce bel écran de 12,8 pouces. Donc, ce que j'aime aussi, c'est que du coup, on a encore une fois une belle facilité pour se promener à l'intérieur, pour pouvoir zoomer ou dézoomer. Il est vraiment très agréable à utiliser. Autrement, bah, du coup, centre de médias, Apple CarPlay, etc. Et, et puis bah, des petits paramètres. Alors on voit ici qu'on peut choisir différents thèmes. Alors il n'est pas extrêmement personnalisable, mais on peut mettre différents, enfin si personnalisable par le sens où on peut mettre des petits widgets, mais disons qu'on ne peut pas régler complètement notre interface comme on le souhaite, mais du coup on a quand même des petits esthétismes qu'on peut changer. Et voilà, au final, c'est très simple, il est très facile d'utilisation. Bon, on va revoir encore un petit peu parce qu'il y a des choses que j'aime bien dans la voiture. Regardez, par exemple, ici sur ma page d'accueil, mais ici, je peux accéder directement à AirBID, si je ne le prononce pas moi-même. De l'autre côté ici, j'ai aussi un accès directement à la radio. Radio du coup que je peux obtenir aussi en appuyant ici sur ce grand écran, ou que je peux obtenir en appuyant ici sur le petit widget. Non, c'était pas, c'est le DAB+. Je me suis emballé. Ah non, il est là. Voilà, le DAB+. Bref, vous voyez que rien que pour la radio, on a déjà plusieurs solutions pour pouvoir y accéder très facilement. Et ça, je trouve ça plutôt sympa d'avoir beaucoup de diversité dans les choix et dans les options qu'on peut avoir, avec, encore une fois, un esthétisme global qui est plutôt sympathique. En dessous, ici sur la barre du dessous, on a une petite voiture ici. Hop là, petite voiture qui nous amène sur tous les réglages de la voiture. Donc, on a les paramètres système, hein, on peut régler sur la chaîne IFI du véhicule, on peut régler les différents paramètres. Et puis là aussi, on peut régler la luminosité de l'écran, de l'autre écran. On a un mode sombre du coup qui est plutôt sympa parce que regardez aussi l'écran du milieu en noir, il est vraiment, il renforce les informations. C'est plutôt agréable. Bref, hop, je repasse en automatique. Mais bon, on a tous ces réglages qu'on peut faire généralement. On a un onglet dédié pour les aides à la conduite, hein.
Donc pareil, on peut tout désactiver ou réactiver. Alors à savoir que la voiture a le crash test 5 étoiles. Donc du coup, comme elle a le crash test 5 étoiles, pour l'avoir, il faut que les aides à la conduite et compagnie soient toujours activées. Donc on peut les désactiver en rentrant dans le véhicule, mais par contre, à chaque fois qu'on rentrera dans le véhicule, elles seront activées et on peut les activer par après. Mais s'il n'y a pas le choix, c'est comme ça si on veut avoir les 5 étoiles. Hop. Autrement, on a la sécurité active, les assistants de stationnement, le radar arrière qu'on peut régler ou pas. Et ensuite, on a aussi la même chose pour les paramètres de charge qu'on peut régler. Bref, hop, châssis intelligent, lumière, hop, les portes et fenêtres. Donc ça, c'est les réglages du véhicule et puis un petit onglet sur les états du véhicule. Ça, je trouve ça vraiment sympa de tout simplement avoir ce petit bouton voiture, hop, directement accessible. On rentre directement dans les options de la voiture et dans les options qui sont vraiment plutôt assez poussées. Et tout ça, rien que par ce petit bouton ici, je trouve ça que c'est bien. Je trouve ça vraiment bien vu. Autrement, ici, on a aussi la climatisation. Alors sur la climatisation, ici, on va régler rapidement les sièges, vous voyez. Et puis on a les... hop, là, ça s'est activé. Et puis, je vais baisser la ventilation. Hop, je reviens en arrière. Donc sur notre écran, on a ici en bas la climatisation qui se met avec une climatisation bizone. Et en fait, on peut aussi régler très facilement en appuyant dessus sans rentrer à l'intérieur du menu. Il y a juste, hop là, dual ou pas. Hop, j'ai juste remarqué que il y avait juste la ventilation où là, on devait rentrer vraiment dans le menu pour pouvoir accéder à la ventilation et la régler. On a sinon, toujours sur le bas de la console centrale aussi, la possibilité de faire juste un on-off sur la climatisation ici, et puis d'activer le dégivrage de la voiture très facilement. Ensuite, si on revient encore sur cet écran, en bas, on a une petite ligne avec plusieurs widgets. Donc, on peut aussi avoir la possibilité de faire pivoter l'écran ou de l'éteindre sur le côté. Ici, ces deux petites choses là, on pourrait se dire que c'est la pause, mais en fait non, ça nous permet selon les applications qu'on choisit, hop, de pouvoir scinder l'écran et d'avoir deux informations en même temps sur l'écran. Alors autrement, on a aussi le petit carré et puis la petite maison. Alors la petite maison, on revient sur le menu principal et quant au petit carré, on a ici des pages qui s'activent, qu'on peut ouvrir à volonté et qui correspondent finalement aussi, c'est comme un petit multitâche des applications qu'on a ouvertes récemment et qui nous permet d'avoir nos pages et de pouvoir hop, y revenir très facilement et de se balader à l'intérieur. Avec la possibilité de le mettre à la poubelle, ça ne va pas mettre la page à la poubelle, ça va tout simplement fermer l'application de la voiture. On est le mix entre une interface de smartphone au final et puis un infodivertissement global de la voiture. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Ah, j'ai juste en parler vite fait, mais on a aussi des petits widgets quand on clique sur le dessus où on peut régler les volumes et différentes choses. Alors voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de l'infodivertissement. Je vous propose, on va regarder un petit peu le toit ouvrant avant, et puis ensuite après on va pouvoir repartir sur la route. Alors regardez le toit ouvrant. Alors ici, c'est ce que je vous disais, on a le store, hop, qui va s'activer et qu'on va pouvoir stopper ou ouvrir où l'on souhaite. Et puis à côté, on a le toit ouvrant. Pareil, il faut rester appuyé pour l'ouvrir complètement, mais c'est super agréable. En plus, ça fait vraiment un grand espace, un bel espace d'ouverture. C'est vraiment agréable. Et donc, tout simplement, on peut l'ouvrir ou le fermer d'un simple geste. Par contre, il faut rester appuyé sur le bouton. Hop. Et voilà. Bon, allez, c'est parti. On repart, on se met en route. Alors du coup, on est reparti vers la concession et puis on va rouler un petit peu et puis regarder deux, trois petites choses. Alors là, par exemple, j'arrive on était sur un parking au-dessus et là, on va descendre. Et donc, regardez, j'arrive au parking et là, je vais activer hop, la caméra. Hop, et regardez, cette caméra 360, elle est vraiment pratique. En plus, on voit les lignes de la roue. Et là, regardez, c'est assez escarpé. Hein, hop. Et du coup, grâce à ça, malgré le gabarit, hop là, on n'a aucun souci pour descendre en toute sécurité. On a vraiment les lignes, hein, regardez, on a même la ligne là qui se met ici. Et hop, du coup, on a vraiment la manière, une bonne indication pour sécuriser la descente. Et là, regardez cette vue 360 qui est vraiment géniale. Hein.
Et en plus, je trouve que les caméras sont quand même d'assez bonne qualité. On aurait pu s'attendre à ce qu'elles soient moins bonnes. Or là, quand même, je trouve que la définition, bon, c'est un peu déformé, normal, il n'y a pas non plus 50 000 caméras autour de la voiture, mais les images sont assez de bonne qualité et on voit assez vite ce qui se passe autour. Hop, on a la 3D, hein, mais on peut aussi enlever la 3D et mettre des vues un peu plus normales. Mais c'est vrai que la 3D est plutôt agréable parce qu'elle peut permettre vraiment de vraiment visualiser son entourage très facilement. Et puis le fait qu'on puisse voir ces lignes, aussi bien les 3 lignes, donc les 2 de la roue, et puis l'autre qui est la ligne où ça va justement, hop là, toucher le véhicule, ce qui est plutôt vraiment chouette parce que on est quasi sûr de ne pas toucher du coup. Et alors la chose que je trouve sympa, c'est que la caméra, elle reste tout le temps qu'on ne rappuie pas sur le bouton. Donc tant que je rappuie pas sur le bouton, je vais avoir la caméra qui va être active. Et au final, j'ai presque envie de garder cette caméra tout le temps active, surtout que le gabarit est quand même assez imposant, hein. On est vraiment assis quand même très haut. J'ai l'impression un peu d'être dans une camionnette quand même. Et d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai plus le sentiment d'être dans une camionnette que je l'avais dans le Kia EV9 par exemple. Alors qu'il est un peu plus gros. Donc ces caméras vraiment très très pratiques. Hop, là je les coupe. Donc je reviens sur le menu général. Et l'autre chose que je trouve assez sympa, c'est le pivotement de l'écran. Donc avec le bouton qu'on a sur le volant, je clique dessus et puis la tablette pivote automatiquement alors qu'on est en train de conduire et elle prend son menu. Alors je vais le faire justement avec la caméra parce que je trouve ça assez sympa. Donc je vais le remettre en position puisque vous connaissez déjà les caméras, comment elles se passent. Donc j'active les caméras. Donc là on voit bien nos caméras. Hop, hein. Et si je pivote l'écran, hop, regardez, on passe à 3 caméras parce qu'elle a plus de place en paysage, en vertical, et du coup on gagne un angle de plus qu'on peut regarder et qu'on peut changer vraiment à la volée, quoi. Et ça c'est vraiment sympa parce que du coup on a vraiment une très très belle visibilité autour du véhicule. Alors il y a une chose que j'ai dit tout à l'heure dans la présentation où en fait je me suis trompé, c'était quand je regardais l'écran central et que je disais on voit le kilowattheure au 100 km en direct. Finalement non, c'est noté dessus qu'on le voit pour les 50 derniers kilomètres. Donc en fait il nous fait une moyenne tous les 50 derniers kilomètres de cette consommation. Donc on n'a pas de live, ou en tout cas j'ai pas trouvé comment on pouvait avoir un live. Là par exemple sur l'écran central j'ai mis la consommation de la voiture et pareil on a une consommation d'électricité en moyenne accumulée, mais on n'a pas d'onglet qui nous met la consommation réelle en temps réel. Je vais vous parler 2 secondes des modes de conduite. Donc ici sur les boutons que j'ai sur la planche de bord centrale, on a le frein régénératif ici. On a 2 niveaux, comme j'avais dit, hein, normal ou high. Bon, ici, il s'avère que la voiture, elle est chargée à bloc. Elle est à 98%. Donc, en fait, quand la batterie est pleine, la régénération ne fonctionne pas. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas pouvoir la tester. Quant au mode de conduite, j'ai regardé même donc un seul clic et on passe là, par exemple, en sport. Donc, je passe en sport et elle avance. Elle avance. Mais c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a vraiment un poids sur la voiture. C'est une traction, hein, comme je vous l'ai dit. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas un foot de guerre, quoi, hein. Mais en même temps, ça n'a pas besoin d'être un foot de guerre, c'est pas ce qu'on lui demande, hein. Non, c'est vraiment une voiture familiale, avec pas mal d'espace. On est sur le gros SUV, pour se trimballer confortablement, avoir de la hauteur, avoir une bonne visibilité. La visibilité au final, elle n'est pas si mal. Alors surtout en plus avec les caméras en plus, je trouve vraiment qu'elle est vraiment très très agréable. Honnêtement même, je dirais que en fait la visibilité, oui si, on a une bonne visibilité quand même. C'est surtout en plus dû à la hauteur que l'on a.
Alors on a quand même un petit menu sur l'écran là, mais un petit menu qui est tout simple. Au final, on n'a pas grand chose. On peut changer un tout petit peu là. Vous voyez, on peut passer de ça à ça pour les compteurs. Hop. Donc bon, ça change un petit peu. Et l'autre chose aussi qu'on peut changer, et c'est marrant, mais du coup ça rajoute encore un onglet de changement. C'est-à-dire que regardez, ici, en me déplaçant, j'arrive sur la température et en fait je peux régler la température et ça change la température du coup hop, de la climatisation. Alors c'est assez drôle. Il y a la même chose pour la ventilation. Il y a un autre, je repars et puis j'ai la ventilation que je peux régler aussi par ces petits boutons sur le volant. Bon, au final, est-ce que c'est utile d'avoir tous ces réglages en plus? Bon, bah, je sais pas, mais en tout cas, on a plein de possibilités de pouvoir régler tout ça, que ce soit dans l'écran, dans le petit écran ou autre part. Voilà. Alors, on va parler un peu de la recharge. Alors, du coup, comme je disais, on a deux batteries sur cette voiture. On a une batterie de 71,8 kWh pour la Comfort et puis une batterie de 87 kWh pour la Design Plus. C'est pas la seule différence aussi, c'est qu'on a une puissance de recharge aussi qui est un peu plus élevée sur la Design Plus. La Comfort, elle va être à 115 kW, alors que la Design Plus va monter à 140 kW. Dans les faits, on va faire un 10-80 aux alentours de 40 minutes et on est sur un charge AC à 11 kW. Bon là, on est classique sur l'AC. Finalement, on n'est pas si mal sur la charge rapide. Mais encore une fois, si on regarde bien, la Design Plus, elle est quand même bien plus intéressante et je pense que c'est celle-ci qui devrait beaucoup plus se vendre. Autrement, on constate sur la trappe qu'on a une trappe qui est ronde. En fait, on a vraiment l'impression que c'est plutôt une trappe à essence. Mais encore une fois, on y est puisque c'est un modèle qui existe en essence et en diesel, ou du moins en essence en Chine. Donc, c'est pas étonnant qu'on ait une trappe qui soit plutôt ronde pour une fois. Elle a le V2L, comme je vous l'avais dit quand on avait été voir le coffre. Le V2L, ça veut dire qu'on peut lui tirer du courant, à savoir que la charge maximale, c'est 3 kW qu'on peut lui ressortir d'un coup. Donc on fait une petite conclusion sur la voiture. Donc en résumé, je ne vous ai pas parlé des tarifs, mais la voiture, donc celle-ci, Comfort, elle est à 42 000 €. Et puis il y a la Design Plus qui, elle, est à 45 000 €. Finalement, on a une différence de très peu entre les deux, en rappelant que la différence globale entre les deux, c'est un affichage tête haute, un écran plus grand à l'intérieur, un système audio plus performant sur la Design Plus. On lui ajoute aussi une batterie plus conséquente parce qu'on passe de 78,2 sur celle-ci à 87 kWh sur la grosse batterie, en sachant que du coup on passe d'une autonomie sur celle-ci théorique de 420 km à 500 km sur l'autre. En sachant aussi qu'elle a un peu, même si c'est le même moteur, un peu plus de couple sur la Design Plus. Honnêtement, pour quelques milliers d'euros de plus, je pense que ça vaut le coup de passer à la Design Plus, même si celle-ci, la Comfort, est déjà très bien. Honnêtement, ceux qui s'attendent à avoir une Tesla Y dans les mains, comme j'ai vu beaucoup de comparatifs qui se basaient sur les deux, non, elle n'est pas du tout à comparer à une Tesla Y, ce n'est pas la même chose du tout. Ici, on est sur un SUV, on est plus sur un espèce de gros Tucson, enfin pas un gros, on est sur un espèce de Tucson électrique et au final, c'est une voiture qui n'a pas des trucs qui font waouh, c'est waouh, 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 mais elle est bien née et elle est bien finie et du coup, je trouve qu'elle a sa place.